Bienvenue dans l'émission Entretien de Vox, mesdames et messieurs. Merci aussi de votre fidélité à Vox TV. Et notre invité de ce jour, le docteur Alain-Serge Mikindou, il est directeur général de l'hôpital général de Ngoyo à Patra, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire. Docteur Alain Mikindou, bienvenue dans cette émission. Merci. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler justement de la gouvernance hospitalière. Alors, l'hôpital général de Ngoyo a totalisé déjà 2 ans, 2 ans d'existence depuis le 21 janvier 2024. Donc, le 21 janvier 2024, nous tenons bien entendu compte de la date de l'inauguration qui est intervenue le 21 janvier 2022. Donc, l'inauguration par le chef de l'État. Alors, votre priorité, c'est la qualité de la prise en charge. Comment est-ce que vous traduisez cela et comment vous la transformez en acte? Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer encore une fois sur votre chaîne pour parler de la gouvernance hospitalière cette fois-ci et dire un peu à tout le monde quelle est notre vision et surtout la vision discutée et partagée avec notre tutelle, notamment le ministère de la Santé, et au-delà de cela, les autorités politiques de ce pays. Alors, comme vous l'avez dit, la priorité pour nous, c'est d'apporter des soins de qualité, mais vous avez oublié d'ajouter un élément important, à moindre coût. Parce qu'il faut que ces soins de qualité soient accessibles aux Congolais lambda, malgré le fait qu'il ait des revenus moyens ou très faibles, qui puissent accéder à des soins de qualité, parce que c'est très très important. Et justement, lors de l'inauguration, les populations ont plaidé pour que justement la qualité des soins soit accessible à moindre coût. Est-ce que c'est ça la réalité aujourd'hui? Exactement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vision du chef de l'État, la vision de notre ministre de la Santé et de tous les départements, c'est effectivement de tout faire pour que les coûts soient accessibles aux populations. Pour exemple, je vous dirais, une consultation de médecine générale dans cet hôpital est à 4 000 francs CFA. Et la consultation du médecin spécialiste, quelle que soit la spécialité, toute spécialité confondue, est à 5 000 francs CFA. Donc, vous voyez que c'est largement accessible. En privé, pour accéder à la consultation des mêmes médecins, il faut 3 à 4 fois plus. Voilà. Donc, déjà, c'est un gage de cela. Et ensuite, nous avons tout fait pour que, malgré le fait que nous ayons des examens, on va dire, qui se font de façon experte, du point de vue de la qualité des équipements que nous avons et du point de vue de la qualité du personnel également qui manipule ces équipements-là, nous avons donc des résultats extrêmement fiables, mais nous restons au niveau des coûts qui sont pratiqués dans les hôpitaux de base. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit dans un hôpital d'un certain standing, l'accessibilité aux soins est véritablement réelle. J'espère que vous allez maintenir ces prix dans la durée. Et comment gérez-vous les urgences dans les situations, par exemple, un patient ou des patients qui se présentent dans votre structure hospitalière avec, il est dépourvu des moyens financiers, les cas d'accident, par exemple, comment vous les gérez? Alors, nous avons eu, on va dire, l'intelligence, ou plutôt nous avons suivi un peu les principes qui se font dans d'autres pays. Nous avons aujourd'hui une pharmacie hospitalière qui nous permet d'avoir tous les médicaments utiles ou même nécessaires en cas d'intervention chirurgicale d'urgence, en cas de tout ce qui peut nécessiter une prise en charge urgente. Les kits médicaux existent. Donc, quelle que soit l'heure, le patient qui a besoin d'accéder à un soin peut y accéder. Il suffit qu'on fasse ce qu'on appelle un engagement, que le parent signe un engagement en disant qu'il est conscient des soins qui vont être mis en route et qu'il prenne l'engagement de les payer d'une manière ou d'une autre. Les soins sont immédiatement octroyés aux patients. Immédiatement. Alors, monsieur le directeur général, vous savez, dans une structure hospitalière, on pointe aussi du doigt souvent la qualité de l'accueil. Parce que là aussi, on n'a pas, c'est vrai que la qualité de la prise en charge, mais il y a aussi l'accueil souvent qui peut rendre encore de plus en plus malades des patients qui sont mal reçus par exemple, des infirmiers ou vos agents de santé. Est-ce que vous veillez à ce que même l'accueil doit être un accueil de qualité? Absolument. Souvent, ce que les gens oublient, c'est que l'accueil, c'est un métier. C'est un métier. On ne s'improvise pas agent d'orientation dans un hôpital. Accueil-orientation dans un hôpital, c'est un métier. Parce qu'il faut avoir de l'empathie pour les patients, il faut savoir les recevoir. Il faut savoir que le patient n'est pas un client comme les autres.
C'est un client qui vient avec un souci de santé, avec un stress, et qui des fois peut même assez mal se comporter à l'arrivée. Et donc, il faut avoir la capacité et l'empathie pour pouvoir le recevoir comme il se doit, pouvoir l'orienter comme il se doit. Et donc, nous avons pensé à cela. Et déjà dans la sélection des personnes qui devaient donc répondre à ces postes, nous avons été très, très méticuleux. Et ensuite, nous avons fait bénéficier à tous ces agents-là d'une formation. Une formation très, très importante qui est en interne. En interne. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ils ont refait une seconde formation qui leur permettait d'acquérir des capacités en accueil, en orientation, en gestion des conflits, parce qu'on gère souvent des conflits à l'accueil. Tous les profils confondus, parce que c'est pas seulement des agents de santé qui travaillent dans une structure hospitalière. Non, à l'accueil, on a deux types de personnes à l'accueil. On a des personnes qui sont des administratifs à l'accueil, et on a des hospitaliers également qui s'occupent de l'orientation. Il y a l'accueil et l'orientation. Sur l'orientation, vous arrivez, vous dites, moi j'ai mal à la tête, j'ai ceci, cela. On vous dit, ah, ok, vous allez voir tel médecin généraliste, ou plutôt vous allez voir un neurologue, ainsi de suite. Donc on doit avoir des petites notions quand même d'accueil et d'orientation médicale. Et donc ces deux types de personnels ont bénéficié d'une formation vraiment en accueil. Comment on accueille un patient? Comment identifier un patient qui a un souci? Comment l'orienter? Comment le déstresser? Comment l'apaiser? Comment répondre à la violence? Parce qu'on a des patients qui arrivent qui sont très violents. Et donc, il faut avoir cette notion de gestion des conflits. Et surtout les situations de dépression aussi. Bien sûr. Il faut savoir orienter ça. Absolument. Il faut savoir aussi repérer une urgence. Parce qu'un patient peut arriver, il vous parle de façon incohérente, il a l'air blême, mais il faut savoir repérer l'urgence et dire, ce patient-là, on va pas le faire asseoir. Il faut immédiatement qu'il voit un médecin. Donc, tout cela, toutes ces notions-là, ont été enseignées à nos agents. Et aujourd'hui, il y a même un suivi qui se fait. C'est la structure qui a procédé à cette formation fait un suivi pour voir si tout ce qui a été édicté lors de cette formation est respecté. Est-ce que les agents s'en sortent? S'il y a des questions, on les réoriente, ainsi de suite. Et c'est très, très important. Et dans ce pays, nous avons parfois un problème d'impunité. Est-ce qu'il est arrivé un moment où un agent se comporte mal devant un patient et la sanction suit? Absolument. Nous avons déjà une caisse à suggestion. Premièrement. Deuxièmement, les patients peuvent se plaindre. Ils ont tous les moyens de se plaindre. Et chaque fois que nous avons eu des plaintes qui ont été remontées jusqu'à notre niveau, effectivement, les agents ont été convoqués, remis à l'ordre, et si ça persiste, ben, ils sont sanctionnés. Et comment vous recueillez ces plaintes? Vous avez parlé On a une boîte à suggestion. Généralement, quand les patients arrivent à la caisse... Ces boîtes sont visibles dans vos couloirs? Oui, à l'extérieur. Une boîte à suggestion à la consultation externe. Et puis, les patients qui sont hospitalisés, par exemple, à la sortie, au niveau de la gestion des malades, avant de payer, avant de leur faire leur facture, ils sont interrogés, ils sont interviewés. Il y a une personne qui est là, chargée d'interviewer le patient. Est-ce que les soins ont été de qualité? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer le service et tout ça? Et donc, tout ça, c'est recueilli et ça permet effectivement de prendre des mesures correctives. Alors, vous avez évoqué les équipements. Est-ce que l'hôpital général de Ngoyo a tous les services ou tous les équipements disponibles? Actuellement, tous les services. Bon, c'est peut-être difficile de dire tous les services, mais nous avons aujourd'hui la majorité des services qui sont dévolus à un hôpital général. La chance que nous avons, c'est que nous sommes en train de travailler un peu avec tous les autres hôpitaux pour faire une mutualisation en fait des compétences. Parce que c'est difficile d'avoir tous les spécialistes chez nous. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons des spécialistes maison. Nous avons, par exemple, je peux vous citer, oui, bien sûr, nous avons un diabétologue, nous avons 3 cardiologues, nous avons 2 gynécologues, nous avons des médecins généralistes et à option chirurgicale, mais qui sont encadrés par un chirurgien qui est à l'hôpital général de Luandjili. Mais là, je peux vous annoncer, par exemple, que nous avons eu l'appui aujourd'hui du professeur Bouya, qui est le chef qui est le patron de la formation des chirurgiens, des DES de chirurgie au CHU de Brazzaville, à l'université Mariam Gouabi, qui va nous envoyer un DES 4, c'est-à-dire un chirurgien finissant, qui va venir nous appuyer pour la suite. Et ça, c'est très important. Sinon, nous mutualisons les efforts. Nous n'avons pas de neurochirurgien sur place, mais nous avons le neurochirurgien de l'hôpital général Assissé qui nous appuie. C'est lui qui fait toutes les interventions de neurochirurgie de notre hôpital. Nous avons un orthopédiste traumato à l'hôpital général de Luandjili, mais qui vient opérer les traumatos, les affections traumatiques de l'hôpital. Et donc, en mutualisant ces compétences-là, ben, nous sommes aujourd'hui capables de faire face à toutes les urgences possibles et imaginables. Et combien d'agents animent cette structure hospitalière? 380, nous avons 380 agents qui animent cet hôpital.
avec quelques stagiaires également, parce que nous avons une entente avec l'école Jean-Joseph Le Cabou. Et donc, nous participons à la formation des sages-femmes, des infirmières, et ainsi de suite. Donc, nous avons ces effectifs-là aussi avec nous. Oui, vous avez déjà parlé de la formation et justement, le renforcement des capacités reste toujours une option majeure pour améliorer les performances du personnel. Est-ce que vous avez quand même, vous organisez aussi des journées thématiques ou des journées scientifiques au sein de vous pour justement renforcer les connaissances de vos agents? Absolument, absolument, parce que tous les mercredis, nous organisons un enseignement post-universitaire. Nous invitons des spécialistes maison, mais aussi les spécialistes de l'extérieur qui viennent ici pour transmettre leurs compétences à nos médecins. Nous n'avons pas de néphrologue ici, mais par exemple pour la journée de néphrologie, nous avons la néphrologue de l'hôpital général Cissé qui est venue faire une formation sur le rein ici dans notre hôpital. Et ainsi de suite. Nous avons même des médecins de la diaspora, quand ils sont de passage au Congo, qui viennent faire la formation à nos jeunes médecins. Et donc tous les mercredis, nous avons un enseignement post-universitaire et on s'assure qu'à la fin de cette formation post-universitaire, il y a un transfert de compétences et de connaissances. Et c'est très important. Alors, tout travail connaît toujours des limites, hein, bien sûr, dans une certaine mesure. Alors, vous rencontrez quand même des difficultés dans votre fonctionnement? Bien sûr, les difficultés sont inhérentes à l'environnement économique, on ne va pas dire du Congo, mais mondial. Parce que nous sommes un hôpital public. L'hôpital public est forcément subventionné. Ce sont des soins subventionnés. Puis je vous ai dit tout à l'heure que pour rencontrer un médecin spécialiste dans notre hôpital, vous payez 5 000 francs. En privé, vous allez payer 20 000 francs, 4 fois plus. Mais en fait, le coût réel, c'est le coût qui est pratiqué en privé, parce qu'il intègre toutes les charges. Nous faisons à 5 000 francs, mais il faut que la différence soit payée par quelqu'un. Et c'est l'État qui paye cette différence-là par la subvention. Mais vous connaissez les difficultés économiques de notre pays qui font partie d'un contexte mondial. Et ces difficultés-là font que les subventions ne parviennent toujours pas en temps réel et surtout en totalité. Ce qui fait que après, pour la maintenance, pour l'entretien et pour toutes ces choses-là, il va y faire beaucoup d'efforts et surtout de restrictions pour qu'on puisse tenir et qu'on puisse maintenir l'hôpital dans cet état. Et les problèmes, en fait, le matériel, comment vous arrivez à les gérer? Le matériel, du côté du matériel, il n'y a pas de problème, hein. Tout se passe très très bien. Nous avons des équipements neufs. Techniques, les problèmes d'électricité aussi. En tout cas, tous nos équipements sont neufs. Ils sont neufs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème réel de maintenance. Tout se passe bien de ce côté-là. Et à côté de ça, nous faisons l'acquisition au fur et à mesure que nous avons des spécialistes qui sont en demande d'équipements performants. Et nous faisons l'acquisition de ces équipements-là sur fonds propres. Alors, vous avez parlé des médecins qui viennent d'ailleurs, qui viennent intervenir dans votre structure hospitalière. Est-ce que ces interventions-là sont créditées par un partenariat ou bien c'est juste que vous sollicitez à un temps ponctuel comme ça? Alors, est-ce qu'il y a des partenaires qui ont été signés? Oui, c'est-à-dire que nous avons eu l'appui de la direction départementale de la santé qui gère quand même un petit peu les ressources humaines départementales. Et donc, nous avons été appuyés par la direction départementale de la santé qui a mis à notre disposition certains spécialistes en dehors de leurs heures de travail dans certaines structures pour nous appuyer. Nous avons aussi le ministère de la Santé qui fait tout pour nous affecter des spécialistes dès qu'ils sont disponibles. Et au-delà de ça, nous avons des contrats directs avec des médecins spécialistes d'autres structures, mais qui viennent en dehors des heures de travail de leurs structures respectives. Vous savez que le travail finit à 14 heures, et au-delà de 14 heures, généralement, les médecins sont libres de leur temps, et au lieu d'aller en privé, nous les invitons à venir rendre service à leurs parents, en fait, qui viennent soigner, et à qui ils permettent d'avoir des soins de qualité à moindre coût. Parce que, en fait, en réalité, ils ne viennent pas ici pour gagner de l'argent. Parce qu'au vu des coûts pratiqués, ça ne peut pas vraiment leur apporter de l'argent. Donc, vraiment, ils font ça avec le cœur, et on va dire, ils nous accompagnent dans notre aventure. Donc, cet hôpital, c'est une belle aventure. Une belle aventure, un bel hôpital avec des équipements performants et modernes, avec un management différent un petit peu des managements auxquels on est habitué. Et donc, ça intéresse ces médecins spécialistes de faire partie de l'aventure. Et ils sont avec nous depuis 2 ans. Et au fur et à mesure, nous enrichissons notre panel de médecins spécialistes. La semaine dernière, on a signé avec un dermatologue qui vient d'arriver de spécialité, qui est affecté dans un hôpital de la place, mais qui nous a accordé 2 jours de consultation ici. Et ça enrichit notre panel de spécialistes et ça permet également aux populations
d'accéder à des, comme j'ai dit tout à l'heure, à des soins spécialisés. Au lieu de se faire soigner au quartier, bricoler, mettre des potions et tout sur la peau, aujourd'hui, ces personnes-là auront accès à un dermatologue diplômé et compétent qui va pouvoir mettre ses compétences au service des populations. Et des partenaires internationaux aussi qui sont avec vous, parfois qui viennent. Oui. Est-ce que vous envisagez ça? On a des structures de la place déjà qui nous accompagnent. Oui. Je ne vais pas faire de la publicité, mais je parlerai ici des Chevrons qui nous a accompagnés dans des chirurgies gratuites. Aujourd'hui, avec Chevron, en 2 ans, nous avons opéré plus de 250 enfants, gratuitement, financés par Chevron. Et j'ai parlé tout à l'heure de la diaspora, les médecins de la diaspora qui sont organisés également qui viennent vous accompagner. Et qui nous accompagnent, qui viennent donner des enseignements post-universitaires, qui nous envoient des livres, qui nous envoient des communications, qui nous envoient des mises à jour, des bonnes pratiques médicales. En fait, on est en bonne intelligence avec ces médecins-là qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette nouvelle aventure. Et on a beaucoup de propositions en cours, de partenariats avec des hôpitaux d'Europe et aussi avec des organisations non gouvernementales qui sont prêtes à nous accompagner dans pas mal de choses. Et nous sommes en train de formaliser tout ça pour que nous puissions faire bénéficier aux populations de ces compétences-là. Alors, quelle est votre vision de 2024? Alors, 2024, nous sommes surtout, comme je l'ai dit, dans la finalisation des partenariats. Finalisation des partenariats, des échanges entre hôpitaux. On va recevoir des sages-femmes qui vont venir de France, qui vont venir ici en stage de 6 mois, stage d'imprégnation, on va dire tropicale, parce que ils vont venir rencontrer des pathologies ici qu'elles ne rencontrent pas chez elles, là-bas, des sages-femmes. Et donc, c'est très, très important. Nous avons d'autres partenariats en vue, avec l'étranger, mais aussi avec l'Université Mariam-Gouabi, pour que nous puissions recevoir ici également des étudiants. C'est vrai qu'on les reçoit déjà, mais de façon informelle. Donc, nous voulions avoir un vrai partenariat qui sera formalisé avec l'Université Mariam-Gouabi pour échanger, ainsi de suite, bénéficier que puissent bénéficier de notre plateau technique et que nous puissions bénéficier également des compétences des médecins spécialistes en formation à l'Université Mariam-Gouabi. C'est très important. Il y a un hôpital frère, donc l'hôpital de Djiri à Brazzaville, qui organise parfois des journées ou des dépistages gratuits. Est-ce que vous vous inscrivez un peu dans la même logique? Absolument. Vous savez, toute l'année, il y a des journées spécifiques aux pathologies. La journée du diabète, la journée de l'hypertension artérielle, la journée de ceci, de cela. Chacune de ces journées-là, l'hôpital organise des séances de dépistage par rapport aux pathologies indiquées. Chaque fois, nous faisons pareil et nous faisons aussi des campagnes de gratuité. Par exemple, des campagnes de consultation prénatale gratuite. Nous avons fait ça avec échographie, un bilan minimum fait. Nous avons fait pour le diabète, dépistage de diabète, dépistage de l'hypertension artérielle, dépistage du cancer du col de l'utérus. Vraiment, à chaque journée internationale, nous réagissons en organisant ce genre d'activité. Et comment la population apprécie ces genres d'initiatives? Alors, il faut savoir qu'à l'ouverture de cet hôpital, on va dire, est-ce qu'elle vous demande de faire ça de plus en plus? Oui, mais je vous explique, je vais dans l'historique un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à l'ouverture de cet hôpital, les populations pensaient que c'était un hôpital hors de prix. Parce que quand vous arrivez, vous voyez la bâtisse, vous êtes un peu impressionné, vous dites là-bas, en tout cas, ça doit être très cher et tout. Donc, il a fallu effectivement que nous fassions toutes ces campagnes pour que les populations aient le courage d'entrer dans l'hôpital et de se rendre compte que ce sont des Congolais qui y travaillent et que, en fait, les coûts qui y sont pratiqués, ce sont des coûts auxquels ils sont habitués, puisque ce sont quasiment les mêmes coûts dans les hôpitaux de base ou dans les hôpitaux périphériques, même dans les centres de santé intégrés. On n'est pas loin de ces coûts-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons quasiment 80% de taux d'occupation de lits aujourd'hui. Sur 110 lits, nous avons 90 malades souvent. Donc, l'hôpital devient fréquenté. Et les consultations externes sont pleines, sont saturées. Que ce soit en pédiatrie, que ce soit en spécialité, nous avons des patients aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui l'adhésion des populations, de tout genre. Et ça, je pense que les campagnes que nous avons eu à faire, de gratuité ou d'information, ils sont pour quelque chose. Alors, quel défi souhaiterez-vous relever, sinon comptez-vous relever cette année pour donner toujours un bon rayonnement de votre structure hospitalière? Alors, nous avons eu la chance, dans le nouveau budget programme, d'avoir eu, on va dire, de faire que nos projets prioritaires soient validés. L'un des projets prioritaires qui a été validé dans le budget programme,
c'est le fait que cet hôpital va bénéficier de ce qu'on appelle une unité d'exploration fonctionnelle. Monsieur le directeur général, quel défi comptez-vous relever cette année? Alors, déjà, l'un des premiers défis, c'est de faire que nous puissions apporter une expertise, surtout dans la précision des diagnostics. Et pour cela, on a une bonne nouvelle, c'est que cet hôpital a eu un projet qui a été validé au niveau du budget programme. C'est le projet de l'établissement dans cet hôpital d'un service d'exploration fonctionnelle. C'est un projet qui va coûter quasiment 1 milliard de francs CFA, qui a été validé et qui va nous permettre d'acquérir suffisamment d'équipements de toutes spécialités confondues qui permettront aux médecins spécialistes et même aux médecins généralistes de poser des diagnostics précis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura un espace pour l'ophtalmologie, par exemple, où on pourra faire toute la batterie d'examens ophtalmo pour avoir des diagnostics précis. Les gastro-entérologues, pareil. Les cardiologues, pareil. Donc, toutes les spécialités pourront envoyer des patients ici pour avoir des résultats précis avec des examens pointus et des équipements qu'on ne trouve quasiment pas dans toute la République. Et ça, c'est un point important, parce que c'est ce qu'on appelle les outils d'aide au diagnostic. Ça veut dire qu'un médecin peut avoir de l'intelligence, il peut avoir de la compétence, mais s'il n'a pas des produits d'aide au diagnostic très, très performants, il peut passer à côté d'un diagnostic. Et souvent, c'est ce qui amène les Congolais en évacuation sanitaire ou à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons avoir, dans les quelques années qui suivent, puisque le budget programme est étalé sur 5 ans, mais ça a été validé. Et là, nous sommes en train de faire, nous attendons la mise en œuvre de ces résolutions-là, mais nous sommes très confiants, nous savons que les autorités pensent à cela. D'accord. Vous savez que le Congo a envoyé des jeunes, donc de nombreux jeunes, pour aller faire de la formation à Cuba. Et est-ce que vous avez quand même reçu ces jeunes-là en stage chez vous? Oui, depuis l'ouverture de cet hôpital, je crois que nous avons dû recevoir une centaine de médecins venant de Cuba. Et au bout de leur cursus de formation ici, de formation complémentaire ici, nous en avons retenu une trentaine. Donc actuellement, nous avons une trentaine de médecins de Cuba qui sont chez nous ici, sur la soixantaine de médecins généralistes. Nous avons une trentaine de Cuba ici. Et donc ça se passe bien, c'est un mélange, nous avons réussi à faire une bonne mayonnaise qui tient bien, et tout se passe bien de ce côté-là. Ils ont des bons encadreurs, qui sont des jeunes médecins spécialistes congolais formés ici et ailleurs, qui sont à la tête donc de l'organisation des services, et ça se passe très bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même faire confiance aux jeunes, surtout quand on parle de l'année de la jeunesse, on peut faire confiance à la jeune génération de prendre la relève dans la gestion ou sinon la gouvernance hospitalière? Je pense qu'il faut, les choses. Oui, il faut arriver à leur faire passer cette passion-là, cette fibre patriotique, le fait que le médecin vient à la médecine pour soulager le patient et son prochain. Il faut vraiment que ce soit cela leur fibre. Et si on y arrive, je pense qu'on pourra compter sur eux. Parce que ce sont des jeunes qui arrivent avec de l'ambition, avec des rêves. Il faut qu'on arrive à maintenir ces rêves-là, les entretenir, pour qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes, sans attendre en retour forcément des choses extraordinaires. Et je pense que pour l'instant, dans cet hôpital, vous vous renseignerez, hein, vous allez voir que les jeunes se donnent vraiment à fond. Ils ont le souci de la santé de leurs patients. Et je pense que de ce côté-là, on peut dire chapeau aux jeunes qui travaillent dans notre hôpital. J'ai eu un moment d'échanger avec quelques jeunes médecins qui revenaient de Cuba, qui ont dit que parfois ils ont du mal à adapter la technique qu'ils ont appris là-bas à celle qui est appliquée ici au Congo. Est-ce que vous avez eu à recevoir ces genres de soucis ou d'inquiétudes de ces jeunes qui ont du mal à s'adapter à la technologie ou sinon les techniques d'ici? Oui, c'est une question des systèmes de santé en fait. C'est une question des systèmes de santé. On n'a pas les mêmes procédures, nous n'avons pas les mêmes types de formation. Et effectivement, quand ils arrivent, il faut qu'ils aient la capacité de s'adapter. Il y en a qui s'adaptent très très difficilement, qui sont rigides, mais il y en a qui s'adaptent bien. Et ceux qui se sont bien adaptés, je pense qu'aujourd'hui, ils sont complètement intégrés. Si vous faites un peu le tour, vous allez voir qu'il y a nombreux ont même eu des postes de responsabilité dans certaines structures, des centres de santé intégrés, des circonscriptions socio-sanitaires, où ils sont responsabilisés. Et je pense que ça se passe bien pour ceux qui ont la capacité de s'adapter. Mais dans toute chose, on s'adapte. Dans toute chose. Nous avons été formés au Congo pour la médecine générale, mais la spécialité, nous avons faite à l'extérieur. Nous sommes arrivés et nous avons trouvé d'autres procédures, un autre état d'esprit, et on s'est adapté.
On s'est adapté. Je pense que la résilience et la capacité d'adaptation, c'est très important pour un médecin. Alors, le système de santé au Congo est souvent pointé du doigt, puisque on dit que bon, on a souvent tendance à des évacuations sanitaires, tout ça. Quelle est votre lecture, vous, de manière générale, du système de santé au Congo? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer? Si vous voulez, notre système de santé est en perpétuelle amélioration. En perpétuelle amélioration parce qu'effectivement, il y a eu des essais qui ont été faits après les années 60. Ensuite, il y a eu des rectificatifs, il y a eu des correctifs. Et chaque 2-3 ans, on se retrouve pour essayer de regarder un petit peu ce qui n'a pas marché. Et je pense que là, notre système de santé commence à être un petit peu mûr. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra bénéficier de pas mal d'avancées. Et je sais que le gouvernement avait promis qu'on construire 12, donc dans tous les départements, 12 départements du pays. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit continuer dans la même dynamique ou il faut construire des structures vraiment dignes de ce nom? Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que la volonté du chef de l'État, c'est d'apporter des soins de qualité au moindre coût aux populations partout où elles sont. Donc aujourd'hui, ce serait quand même aberrant qu'un patient pour une affection de spécialité parte de Ouesso pour aller se soigner à Oyo. Et donc aujourd'hui, vous le savez, je pense, l'hôpital de Ouesso, l'hôpital général de Ouesso est en pleine construction, ainsi que l'hôpital général de Sibiti. Ce sont les deux hôpitaux qui ont été choisis pour être terminés, on va dire, finalisés à la suite des deux premiers hôpitaux qui sont Djiri et Ngoyo. Donc là, je peux vous dire que d'ici quelques années, peut-être 1 an ou 2 ans, ces deux hôpitaux vont être terminés, ils vont être opérationnels et pourront permettre aux populations aux alentours d'accéder aux mêmes soins de qualité qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et au bout du compte, les 12 hôpitaux généraux vont être construits et je pense qu'à ce moment-là, personne ne pourra plus dire que le système de santé est défaillant parce que le soin de qualité va être apporté, on va dire, au lit du malade, au pied du malade. Et au-delà des structures modernes, il y a aussi le comportement. Est-ce Oui. que, puisqu'on reproche parfois les antivaleurs, est-ce que là aussi, il faut un travail de fond qu'il faudrait faire? Il faut un travail de fond. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que cette situation n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'accéder à des soins de qualité et surtout que ce n'est pas possible que le Congolais se comporte de façon honorable et se comporte bien. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, après 2 ans et demi, je peux vous dire qu'aucun médicament ne se vend de la poche de l'agent de santé à la poche du patient dans cet hôpital. Aucun médecin, aucun infirmier dans cet hôpital ne demande un paiement contre un acte ou contre un soin posé dans cet hôpital. Ça fait 2 ans et demi. Aucun. Parce qu'ils savent que c'est proscrit, ils savent que les sanctions sont là et ils ont été formés et éduqués aussi pour que ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire qu'avec de l'éducation, avec des explications, avec la conscientisation, on peut arriver à modifier cet esprit-là qui règne un petit peu dans la majorité des hôpitaux du Congo et à faire que le patient soit sécurisé quand il arrive dans un hôpital. Parce que le patient est fragilisé. Quand un agent de santé vient voir un patient pour lui dire si tu ne donnes pas les 2000 francs, je ne te fais pas l'injection, il va donner les 2000 francs. Parce qu'il ne se sent pas en sécurité, en fait. Et donc, il se dit qu'en donnant les 2000 francs, il va avoir une certaine protection de cet agent-là. Il y a aussi un problème de corruption aussi. Bon, c'est vrai. Oui. Mais pour qu'il y ait corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Oui. Donc, des deux côtés, je pense qu'il y a des efforts à faire. Il faut que le Congolais connaisse ses droits et qu'il refuse également de se faire arnaquer, de se faire voler comme ça. Il faut que le Congolais refuse de le faire. Aujourd'hui, je pense que si tout le monde refusait de donner 1000 francs, acheter une ampoule dans la poche de l'agent de santé ou une seringue, je pense que ces comportements-là, d'emblée, allaient cesser. C'est parce qu'il y a une complaisance, en fait, entre les deux parties qui fassent que ce système-là perdure. Mais chez nous, c'est proscrit, c'est interdit, et jusqu'à présent, nous avons à faire respecter cela. Et notre ambition, c'est de continuer à le faire jusqu'à ce que ça rentre dans les mentalités et que ça devienne, on va dire, quelque chose de naturel. Alors, Monsieur le Directeur Général, quelle politique avez-vous de pouvoir maintenir justement les lieux, surtout les conditions d'hygiène, que les lieux soient très propres pour rassurer les malades à avoir des soins de qualité?
Alors, politique nous avez-vous? avons agi de façon très intelligente. La première des choses que nous avons faites, c'est de conscientiser nos agents. Parce que les premiers à salir l'hôpital, ce sont les agents de santé. C'est eux qui salissent l'hôpital en premier. Et quand un patient arrive et qu'il voit l'agent de santé jeter quelque chose par terre, il ne va pas se gêner de jeter aussi par terre. Mais quand il voit l'agent de santé jeter dans une poubelle et qu'il y a une poubelle tous les 10 mètres, parce que vous pourrez visiter l'hôpital, il y a une poubelle tous les 10 mètres dans cet hôpital. Ça veut dire que pour jeter quelque chose par terre, il faut vraiment être de mauvaise foi. Et quand vous voyez l'agent de santé qui jette dans la poubelle, et qu'un patient ou un accompagnant jette par terre, s'il est rappelé à l'ordre, il va jeter dans la poubelle. Il ne va plus jamais recommencer. Et donc, au fur et à mesure, de proche en proche, nous sommes arrivés à donner un esprit à cette volonté que l'hôpital reste propre. Aujourd'hui, chaque agent de cet hôpital est concerné par le fait de maintenir cet environnement propre. Et ils transmettent cet esprit-là aussi aux gardes malades et aux patients qui arrivent. C'est très contagieux, hein, ce genre de comportement. Si à la maison, vous avez une poubelle dans laquelle vous jetez tout ce qui traîne à gauche et à droite, vos enfants vont faire pareil. Et votre épouse, même quand elle voudrait jeter, elle va dire « Ah non, 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 c'est pas possible. Ce type-là, quand il va arriver, il va ramasser, il va mettre dans la poubelle, ça va déranger tout le monde, donc elle va le faire. » Aujourd'hui, c'est cela. Ne pas toucher les murs. Nous avons conscientisé nos agents en leur disant, mais si vous salissez le mur, vous touchez le mur, quel exemple vous donnez aux gardes malades ou aux autres? Donc à vous de maintenir cela. Et aujourd'hui, je veux dire, nous ne parlons même plus de ça parce que les agents font le travail à notre place. Ils font le travail à notre place. Et c'est très important. Au bout de 2 ans et demi, vous allez voir que l'hôpital reste propre. Rien ne traîne par terre, tout est dans les poubelles, tous les agents sont à leur place. Et c'est très important. Alors, nous tendons quasiment à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot particulier à dire en ce qui concerne la gouvernance hospitalière au Congo? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que les gestionnaires des hôpitaux au Congo sont demandeurs de formation. Personnellement, j'ai eu la chance de participer à une formation donnée par la Haute École de Santé publique de Rennes, qui nous a fait une formation qui a duré quasiment 12 mois. Hein, nous étions au CIESPAC, et nous avons fait cette formation-là, qui nous a donné certaines aptitudes et certaines compétences pour gérer les hôpitaux. Mais ce qui serait bien, c'est que la majorité ou tous les gestionnaires d'hôpitaux à venir ou qui sont déjà en poste aujourd'hui bénéficient de ce type de formation pour que nous puissions avoir des résultats. Et c'est très, très important. Donc, besoin de formation. Et puis, soutien aussi. Il faut que les hôpitaux soient soutenus dans tout ce qui est financement des hôpitaux. Il faut financer la santé. Si on ne finance pas la santé, on fait du bricolage. Et en faisant du bricolage, on ne peut pas avoir des résultats optimums. Et donc, c'est très important que nous trouvions les moyens de financer la santé véritablement, donc de subventionner la santé de façon à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un hôpital public n'ait rien à envier à une clinique privée. Parce que si les deux sont financés, de la même manière, il n'y a aucune raison qu'un hôpital privé fonctionne mieux qu'un hôpital public. C'est une question de moyens. Et donc ça, c'est très très important. Si tout le monde regarde dans la même direction, et ceux qui gèrent les hôpitaux, et ceux qui financent les hôpitaux, et ceux qui gèrent le système de santé, je pense qu'au bout du compte, le Congolais lambda pourra avoir des soins de qualité à moindre coût. Et je pense que c'est un objectif majeur qui va honorer tout le monde, y compris les gouvernants, y compris le chef de l'État, qui aujourd'hui, je pense, a mis la première pierre. En construisant ces hôpitaux-là, le chef de l'État a mis la première pierre. En envoyant les médecins en formation, il a mis la deuxième pierre. Mais une pierre, 2 pierres ne constituent pas une maison. Hein. Il va falloir continuer. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour qu'au bout du compte, on ait un véritable édifice solide, hein, qui sera fait de pierres bien taillées et qui permettront que l'édifice soit solide. Docteur Alain Serge Bikindou, vous êtes directeur général de l'hôpital général de Ngoyo. Merci de votre disponibilité. Surtout merci de nous avoir reçus dans vos locaux pour répondre à ces préoccupations qui concernent la gouvernance hospitalière. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci de votre fidélité à Vox TV. Portez-vous bien. Au revoir.